Tout pour investir, la place de l'IMO. Place de l'IMO, IMO et retraite, hein. Souvent ça va ensemble et c'est bien de le souligner. On est avec Amaury de Calonne, président de Monetivia. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, immobilier et retraite, on le disait, bon sujet de dissertation, hein. Il y a beaucoup à dire. Déjà impossible dans le contexte actuel de ne pas envisager bien en amont sa retraite, hein, et de prévoir des revenus supplémentaires pour quand on y sera. Il n'est pas question que de patrimoine, il est question de se constituer aussi des revenus réguliers. Absolument, ouais. Absolument Antoine. Le sujet, c'est évidemment ce sujet des retraites qui revient, c'est le marronnier des journalistes, hein, ça revient en permanence avec toutes ces réformes. On a un système par répartition, hein. Le principe, c'est les actifs cotisent pour financer les pensions des retraités. Le problème, c'est que la France vieillit et que la part des retraités ne cesse d'augmenter. En 2010, on avait 15 millions de retraités. On en aura plus de 21 en 2050. On avait en revanche en actifs 28 millions d'actifs, donc qui cotisent pour financer ces retraités, qui passeront à un peu plus de 30 en 2050. Donc vous l'avez bien compris, en 40 ans, les retraités augmentent de 40%, oui, et les actifs de seulement 8%. Donc pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour constater qu'il y a un vrai sujet de financement de ces retraites. Et donc il apparaît effectivement, sachant que le gâteau va rester à peu près le même pour devoir être réparti à beaucoup plus de monde, il apparaît évident que le système par répartition doit être complété par les actifs d'aujourd'hui pour préparer leur retraite de demain, par de la capitalisation. Et effectivement, l'immobilier apparaît, comme, de mon point de vue, comme étant sans aucun doute un moyen très sécurisé de préparer l'avenir. Alors sécuriser, c'est le mot, parce que c'est la première forme d'épargne, entre guillemets, hein, du côté des Français. Si on part sur cette logique d'épargne retraite, alors on peut déjà commencer par parler de la nue propriété. Est-ce que c'est une solution qui est bien adaptée pour commencer à réfléchir à un plan de revenus quand on sera à la retraite? Alors absolument, la nue propriété, parmi les solutions immobilières, apparaît comme une solution extrêmement efficace de capitalisation, hein, pour des revenus futurs, pour la retraite. C'est le produit, j'ai envie de dire, épargne retraite par excellence. Hein, c'est je place mon argent, je capitalise sur la durée, je n'ai rien à faire, et à la retraite, je récupère mon capital plus-value avec une fiscalité optimisée. Comment ça marche? Le principe, très simplement, c'est j'achète un bien immobilier, un appartement ou une maison, occupé. C'est-à-dire qu'il est en général occupé par le vendeur qui se réserve une durée dans le bien déterminée à l'avance. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et cette durée, valorisée à partir des loyers, va être pré-réglée par le vendeur sous forme de réduction de prix, sous forme de décote. C'est donc pour l'investisseur un moyen de capter immédiatement son gain futur avec une fiscalité optimisée. Alors, est-ce que c'est une solution qui est adaptée à tous les profils, véritablement, ou est-ce que vous recommanderiez ça plutôt à une certaine catégorie de futurs retraités? Parce que la nue propriété, ça peut aussi constituer un poids qui peut peser sur les finances d'un certain nombre de personnes. Alors, ça ne s'adapte pas à tous les profils. Parce que déjà, il faut avoir un peu de moyens pour pouvoir acquérir un actif à plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui. Donc c'est le premier des profils, j'ai envie de dire, c'est celui qui a un taux marginal d'imposition élevé. C'est celui qui ne veut pas de revenus fonciers, parce qu'il est lourdement fiscalisé aujourd'hui, et qui veut acheter de l'immobilier, avoir du rendement locatif, mais sans revenus. Et donc le principe, c'est de dire, j'achète cet actif immobilier, je prends mon gain immédiatement, et je ne veux pas de dépenses superflues, je ne veux pas être surpris par des charges de copropriété qui augmentent avec le temps, parce que ça va être le cas. Et ça, ces charges, elles restent réglées par le vendeur, par l'occupant, hein, par ce qu'on appelle l'usufruitier, hein, celui qui garde le bien. On ne veut pas être pris par une taxe foncière, par exemple, qui est elle aussi galopante. C'est-à-dire la taxe foncière, si je m'arrête 2 secondes là-dessus, 20% de hausse au niveau national en 5 ans, 33% en 10 ans. L'inflation en 10 ans, c'est 19%. Hein. Oui. Taxe foncière, 33%. Et si vous prenez des villes, parce qu'il y a des grosses disparités. Oui, complètement. Une ville comme Paris, par exemple, parmi les 50 plus grosses villes de France,
le record absolu, c'est Paris, plus 72% de taxe foncière en 5 ans. Quand vous êtes donc un investisseur immobilier, que vous êtes propriétaire, vous n'avez pas du tout envie de vous faire surprendre à devoir régler ça dans la durée en tant que propriétaire. Ouais, voilà. Donc en nu propriétaire, on exclut toutes ces... Nu propriétaire, vous n'avez pas de gestion. Vous avez votre vendeur qui occupe le bien. Vous ne payez rien, pas de charge de copropriété, pas la taxe foncière. Et surtout, vous avez l'intérêt aussi à l'entrée d'avoir des droits de mutation qui sont allégés, puisque vous n'allez pas régler des frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire, sur la valeur de la pleine propriété du bien, mais vous allez l'avoir sur la valeur de la pleine moins la décote dont vous bénéficiez. Donc là aussi, vous avez un gain très important dès le départ en droit de mutation. Et du point de vue de la fiscalité, comment ça se passe de manière générale? Alors, du point de vue de la fiscalité, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, c'est très simple. Imaginez que vous achetez un appartement qui vaut 500 000 €. En laissant 15 ans à votre vendeur, vous allez l'acheter avec, disons, 40% de décote, 300 000 €. D'accord ? Cette décote de 200 000 €, c'est effectivement cette valeur locative qui est pré-réglée par le vendeur parce qu'il garde 15 ans dans le bien. D'accord. Vous achetez 300 000 € le bien. Il se passe 15 ans. Partons du principe que pendant 15 ans, l'immobilier a pris 1,5% par an pendant ces 15 années. Lorsque vous allez récupérer le bien dans 15 ans, le bien aura une valeur de 625 000 €. Vous aurez donc acheté 300 000, un bien qui vaut 625 000 €. 325 000 € de plus-value. Là, vous avez deux possibilités. Vous avez récupéré le bien, soit vous revendez le bien. Et là, votre plus-value va être comptabilisée à compter de 500 000 €. C'est-à-dire la valeur de la pleine propriété lorsque vous avez acquis la nue propriété à 300 000 €. Les 200 000 € de décote, de départ, sont totalement défiscalisés. Et c'est sur les 125 000 € au-dessus des 500 000 que là, vous allez être fiscalisé au taux normal qui fait usage aujourd'hui. Autre possibilité pour vous, vous dites non, je ne revends pas, je vais mettre le bien en location. Et là, vous allez avoir évidemment le rendement locatif d'un actif qui vaut 625 000 €, pas les 300 000 € que vous avez mis au départ. Donc c'est vraiment un pur produit de capitalisation qui vous permet de générer des revenus beaucoup plus forts pour votre retraite. Et puis, accessoirement, ça peut constituer aussi votre parapluie quand vous serez complètement à la retraite et que ça puisse être votre logis, quoi, finalement. Donc, avec toutes les rentrées qu'on aura fait, on aura fait une bonne affaire quelques années avant. C'est exactement ça. Vous avez un actif dont vous disposez et dont vous pouvez faire absolument ce que vous voulez lorsque vous êtes à la retraite. Alors, compte tenu quand même du climat actuel, je veux parler des tendances d'inflation, des tendances de marché immobilier, des tendances à l'Assemblée nationale de trifouillage fiscal. Est-ce qu'il y a quand même 2-3 recommandations à fournir à quelqu'un qui serait tenté par ce genre de placement? Alors, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que la nue propriété n'est pas concernée par tous les sujets qu'on voit aujourd'hui au débat dans le PLF 2025. Donc là c'est surtout la fiscalité, enfin c'est surtout le locatif traditionnel qui lui va subir, à mon avis, certains coups de semonce dans les mois et les années qui viennent. La nue propriété, de ce point de vue-là, est protégée. C'est pour ça que ça reste, pour un investisseur, un truc assez génial, je dois reconnaître, c'est que vous investissez en sécurisant votre gain immédiatement net d'impôts. Et rendez-vous le jour où vous récupérez l'actif. C'est un excellent moyen de se constituer du patrimoine à moindre effort, j'ai envie de dire, puisque vous n'avez rien à faire. Dernière chose, vous me parliez des revenus locatifs. Selon vous, va encore y avoir des problèmes et des raidissements législatifs là-dessus? On voit quand même que, par exemple, LMNP, il y a des sujets. On parle de supprimer les amortissements. Sur le LMNP, il y a beaucoup de choses qui sont discutées aujourd'hui. C'est pareil pour les retraités. On parlait des retraites tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de choses sur les retraites qui sont discutées aujourd'hui. On a vu le gel des pensions de retraite sur l'indexation de l'inflation de façon temporaire pendant 6 mois. On a vu que la CSG
vous pourrez revenir à taux plein sur les pensions les pensions de retraite les plus élevées. Oui. Donc il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Il faut récupérer de l'argent. L'État a besoin de récupérer de l'argent. Et donc quand vous générez du revenu, l'État considère que vous pouvez partager un peu. Donc c'est le propre du locatif. Si vous générez du locatif, l'État va pouvoir faut en reprendre un peu. L'avantage de la nue propriété, c'est qu'il n'y a pas de revenus. Vous n'avez pas de flux financier. Donc il n'y a rien à capter. Donc là, on passe sous le radar.